On est bon? Vas-y. 1, 2, 3. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cet apéro collector. Un peu de bruit s'il vous plaît. Merci d'être là. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci. C'est un bel accueil. C'est un bel accueil. Ça rigole pas. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour, incroyable phrase, mais vrai, le premier apéro enregistré en public. Un collector. Exactement. Nous sommes ici à l'Arlequin ce soir et on va évidemment tout vous présenter parce qu'on a un gros menu qui vous attend. Alors je sais qu'il y en a qui sont déjà en train de bouffer, hein, il y en a qui n'ont pas perdu de temps. Ouais, ça mange pas très sain par contre, hein, j'ai vu là, ça enchaîne les pop-corn et tout, enfin bon bref. Pas très quinoa pamplemousse, le qu'est-ce qu'on mange, c'est pas ouf. Un peu compliqué. Évidemment, c'est en one shot. Hein. Il y en a qui ont posé la question. Vous faites qu'une prise? Ouais. Le but, c'est de finir quand même la soirée et que ce soit fini. Hein. Enfin, qu'on ait fini de tourner. Hein. Sinon, ça va être compliqué. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a un gros menu puisqu'on va parler de plein de choses. Avant ça, on est obligé de faire des remerciements. Déjà, applaudissez-vous, mesdames et messieurs, qui êtes présents ce soir. Merci d'être là. Vous participez à l'histoire, Alex. On a gagné en hauteur sous plafond là pour l'apéro. Ça se passe comment? Légèrement. Par contre, on a troqué le mur en briques. C'est la vie. C'est comme ça. Voilà. Et on a troqué les poufs. On est monté en grade. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Genre au niveau confort, moi ça va, mais Bastien il y gagne beaucoup. Parce que Bastien son pouf. Il y en a qui comprennent que je dois enlever des jeux vidéo, foutre des côtes, c'est nimp. Alex il est dans son pouf, il est le sultan. Je suis bien. Bien évidemment, nous sommes ici à l'Arlequin et donc je souhaite qu'on commence par remercier et féliciter les copains de l'Arlequin qui nous accueillent ce soir. Mathias, tous les Alexandres, tous les Quentin. Tous les Alexandres, tous les Quentin. Voilà. Clara. Exactement. Les cinémas du lac. Merci à eux évidemment de nous accueillir. Vous les avez vus, ils nous accueillent dans pas mal, ils nous suivent dans pas mal de nos projets aussi. Et Alex fait souvent des rappels sympathiques. Les copains de Parlons Sport qui sont avec nous ce soir, on les applaudit bien fort. Il y aura des cadeaux à gagner. Ouais. Si vous êtes sage, il y aura des cadeaux à gagner, bien évidemment. Comment ne pas parler, puisqu'après on va devoir parler de basket, pour terminer les remerciements d'un homme que vous connaissez en 3 lettres, qui s'occupe de la production, car oui, je regarde cette caméra, cette vidéo ici là, elle va être sur YouTube, mais il y a des gens qui vivent le direct, et là aussi, un peu de bruit s'il vous plaît, pour le MVP en chair et en os, s'il vous plaît. C'est réel. Ça va Léon, t'as pas la grosse tête? Il va pas pouvoir sortir de la pièce. Bon les gars, je vous lâche, je vais chez Disney+. Et on a monsieur Alex, on a un autre Alex. Et on a un autre Alex qui est là évidemment aussi à la prod. À la prod. Merci. Et toutes les équipes de Trash Talk évidemment qui font un gros taf. On aura l'occasion évidemment de reparler d'eux puisqu'on va passer la soirée ensemble. Celles et ceux qui regardent cette vidéo en replay, écoutez, vous n'avez pas pu être là au cinéma à l'Arlequin, mais Alex, on a plein de choses à devoir mentionner. Oui. Aujourd'hui. Genre quoi? On a un gros menu. Alors, on a essayé de faire un espèce de méli-mélo de plein de choses parce qu'on est dans une période un peu particulière. On est à la fin des playoffs, juste avant les finales. Il y a la draft, il y a la free agency. Les finales de conf, elles ont été torchées en 10 minutes. Donc forcément, on a 9 jours ou 7 jours sans match. Comment ça fait là? Ça commence à être long, non? Je crois que c'était il y a 2 semaines la fin des finales de conf, un truc comme ça. Bon après, j'ai mes potos les fans des Kings au premier rang là. Eux, ils ont l'habitude que ça soit un peu long avant les playoffs. Hein. Tout à fait. Je vois qu'il y a des très beaux maillots d'ailleurs dans la salle, puisque nous avons du maillot des Pacers, je crois, j'ai vu. Bravo pour la finale de conf. Oui. Ouais, magnifique. Magnifique. Oh, ils sont 2. Oh, ils sont 2. Oh. Ah ouais. Mais attends. Ah ouais, ils sont 2. Mais c'est la fanbase d'Indiana en France. Ouais. Où sont les Bobs? Ouais. Ça va? D'ailleurs, ils viennent de province, les deux, je crois. C'est vrai que là, les fans des Pacers, ça sort fièrement là, ces derniers temps. Exactement. Tu les croises, ils sont comme ça et tout, tu sais. Non, mais bien sûr, on a plein de maillots et on aura l'occasion juste après de passer l'after ensemble, donc plein de choses à vivre. Le menu d'aujourd'hui, on va parler donc de playoff, de finale NBA, de draft 2024, parce qu'il y a du français qui nous attend. On aura aussi de la free agency. Vous inquiétez pas, il va y avoir aussi des moments où on va vous questionner un peu. Hein? Ouais. Donc, vous allez pouvoir évitez de participer. pioncer. Ouais. Quand même. Et soyez prêts à répondre à des questions. Ouais. Avec expertise? Idéalement.
Mais surtout l'objectivité. Voilà, ça je laisse. C'est ça Alex, le truc numéro 1. Ouais, toujours. Si vous avez des demandes d'objectivité, vous allez voir Alex. Est-ce qu'on démarrerait pas par les playoffs 2024, ça te dit? Bah ouais. Moi perso, j'ai pas trop kiffé, mais on peut toujours en parler quand même. C'est à titre perso. Après, c'est chacun son année. Hein. Mais Alex, pourquoi t'as pas kiffé les playoffs? Bref, on parle des playoffs. Non, mais on parle des finales ou... Je ne te lâcherai pas. Pourquoi t'as pas kiffé les playoffs, Alex? Parce que les Suns ont été nuls à chier et c'est vrai que forcément, je m'attendais à mieux, mais bon. Après, je trouve qu'on a fait une petite vidéo, vous l'avez peut-être vu, on a fait une petite vidéo de React. Tu t'es énervé, non? Beaucoup de gens sont venus me voir, t'étais quand même bien vénère dans la vidéo React et tout. Moi, je dis, attends, on est en lendemain de sweep. Okay, ton équipe, elle a pris très très cher. Et là, il y a Bastien qui me dit, viens au studio, viens, on fait un petit React et tout. Moi, j'étais là, genre, t'es sûr? Parce que là, je vais être un petit peu à chaud, quoi. Je vais être un petit peu sur les braises. Bah voilà, ça a donné la vidéo que vous avez vue. Donc effectivement, moi, les playoffs, bof. Hein. Bof. Un peu bof pour Alexinator. Évidemment, on va reparler de plein de choses sur ces playoffs. C'est un classique qu'on fait habituellement dans les apéros, Alex. On sait que t'as pris tes notes. Hein, t'as même ramené. On a essayé de faire un dispositif à l'apéro. J'ai pas de pouf, mais il y a carnet et il y a stylo. Hein, on sait jamais. Quelquefois que Bastien dirait un truc cool, je le note. Ouais, exactement. On sait jamais, franchement. Bien sûr. Voilà. On a des déceptions, des satisfactions. C'est l'occasion un petit peu de revenir sur ces playoffs. Donc le jeu il est simple. Hein. Sur les déceptions, avec Alex, on s'est posé la question est-ce qu'il y en a une, surtout que tu retiens, que ce soit un joueur, une équipe. On va faire déception, satisfaction, et puis après, on va faire évidemment la grande leçon de ces playoffs 2024. Ouais. Bien évidemment, on va pas faire la cohue où on vous demande à chacun quelle est votre grande leçon, mais réfléchissez-y aussi parce que quand on va faire l'after ensemble, moi j'ai hâte de vous poser la question. Alex, si je te parle déception playoff 2024, le premier truc que tu as envie de mentionner, c'est quoi? J'en ai plusieurs. Orsons, parce que voilà, j'ai donné mon avis. Jamal Murray. Ah. Ouais. Moi, je suis déçu de ces playoffs. Y en a qui sont pas là. Moi, je suis déçu de ces playoffs. C'est soi-disant la régulière, gna, il s'en fout parce qu'en playoff, il appuie sur le bouton. Bah là, le bouton, 40% au tir, 30% à 3 points. Pas terrible en défense. Il a été très clutch contre les Lakers. Donc ça a un petit peu masqué le truc. Mais concrètement, il s'est fait manger par l'arrière-garde des Wolves. Et en fait, le meneur de l'équipe championne, je trouve, n'a pas été du tout. Alors au niveau de ces derniers playoffs, peut-être on s'attendait peut-être pas à ça parce que ces derniers playoffs, les playoffs 2023 où ils sont champions, Jamal Murray, il est énorme. Franchement, il est exceptionnel. Énorme. Je m'attendais peut-être pas à ça. Mais je m'attendais pas non plus au petit frère de Darius Garland qui est pas à droit, quoi. Ouais, bon. Elle était bien celle-là, c'est pas un basketteur. Je vois qu'elle a plu celle-là, tu vois. Elle a bien marché celle-là. Je m'attendais pas. Ouais, j'ai pas du tout aimé les playoffs de Jamal Murray. Ouais. Surtout qu'il y a un côté genre t'inquiète, je vais y être, t'inquiète. Et en fait, au bout d'un moment, bah t'y es plus. Et j'ai pas aimé ces playoffs. Voilà, c'est peut-être que j'en attendais trop. Non. Peut-être. Mais je trouve que lui, parmi les Nuggets, on pourrait discuter des Nuggets de manière plus globale, hein, on va le faire. Mais je trouve qu'il a une bonne part de responsabilité dans le fait que les Nuggets n'aient pas réussi à passer notamment les Wolves, qui, les Mavs l'ont prouvé, étaient prenables. Notamment sur le backcourt. Levez la main ceux qui ont annoncé Denver en finale ou champion cette année, il y a quelques mois. On se retrouve au comptoir. Jamal Murray, petite déception quand même du coup, si j'en crois les mains levées quand même. C'est pas mal. Moi je savais pas quoi prendre évidemment entre Est et Ouest parce qu'il y a plein de choses. Mais c'est à la fois de la déception et c'est une frustration en fait. Ça y est, c'est bon, ça commence à faire des années. C'est moi où tous les ans, Kawhi et les Clippers, c'est la même phrase. Ah bah ça, quelle tristesse. Je vous jure. Mais est-ce qu'on est déçu vraiment? Alors oui. Okay. Oui. Je vais t'expliquer ma déception. Vas-y. Pendant la saison régulière, on a dit c'est incroyable, on est en train de voir l'effet de la nouvelle règle NBA. Kawhi Leonard participe au match de saison régulière, il est là, il est chaud. Quand il est bouillant, les Clippers sont incroyables. À mi-saison, il y a des sondages qui sont faits. Les Clippers sont l'équipe la plus impressionnante à affronter selon les joueurs qui ont été interrogés par notamment The Athletic. Côté Ouest, puisque côté Est, c'était plutôt Boston. Apparemment, ça s'est plutôt bien traduit. Je sais pas, Et donc, on se ramène dans la même chose. Encore. C'est quoi ce fucking cauchemar qui revient tous les ans? Kawhi Leonard, là, cette fois, il joue à saison régulière. Et puis, on se ramène aux playoffs. Comment ça peut ne pas être une déception que breaking news, genre je sais pas, 2 et 2 font 4, les Français aiment le fromage et le pain, breaking news, Kawhi Leonard s'est fait le genou. C'est fait le genou. Mais non, mais c'est incroyable. Au mauvais moment en plus. Mais c'est tout le temps le mauvais moment. Oui, mais là, tu vois, il a fait, comme tu l'as dit, une bonne régulière où il a joué pas mal de matchs. Ouais, mais on s'en carre de la régulière de Kawhi. On s'en carre pas, c'est pas vrai. Il était sur le papier, les Clippers étaient prêts à faire beaucoup plus de dégâts qu'ils n'ont pu faire en playoff, mais effectivement, quand tu perds ton meilleur joueur. Déception.
Grosse déception. Déception, parce qu'en plus... Une déception blessure, quoi. Alors, ok, mais quand il a été sur le terrain, parce qu'il n'a pas regardé la série en tongue, hein. Quand il a été sur le terrain, y a-t-il des fans des Clippers dans la salle? Il était blessé, il pouvait pas jouer. Quand il était sur le terrain, c'était pas beau à voir. Il y a à peine plus de fans des Clippers que des Pacers. Non, il y en a qui se cachent, là. Il y a les fans des Clippers qui sont là. Ils sont là genre, non. Non, désolé. Ok, donc plutôt du Jamal Murray pour toi et moi évidemment plutôt du Kawhi. On va aussi basculer sur de l'Est. On en parlait tous les deux, juste compliqué de dire que c'est une déception. Jimmy Butler, on en a parlé un peu tous les deux en off parce qu'à la fois ça joue pas, mais doucement sur la trompette. Oui, doucement sur la trompette, Jimmy, s'il te plaît. Surtout que ça raconte beaucoup de grosses salades. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai juste dit que sujet verbe complément. Il n'y a pas d'exploit dans ce qu'on a dit là. Hein. Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se retourner sur la carrière de Jimmy Butler et je suis désolé, on va être obligé de le mettre dans le même sac que Paul George, James Harden. Non, mais Paul George, James Harden, des mecs comme ça, ultra forts, mais qui, ça parle, ça voudrait bien, ça soi-disant pourrait emmener une équipe au bout. Et Jimmy Butler a fait des exploits incroyables, mais là, cette année, j'ai pas du tout kiffé. Je pense pas du tout que le Heat aurait sorti Boston avec Jimmy Butler, par exemple, cette année, tu vois. J'entends. Genre, quelle est l'utilité de dire ça? Concentre-toi, fais une vraie régulière, et idéalement, te blesse pas au mauvais moment aussi. Mais ça, c'est pas de sa faute, hein, c'est j'entends. comme ça qu'il s'est bâti. Mais sa régulière, elle ressemble à quoi, Jimmy Butler? Non, mais il s'est bâti après sa carrière comme ça, c'est avec de la confiance et tout. Ouais, de la confiance. Beaucoup de blabla. Mais on aimerait bien un peu plus d'actes et moins de paroles. Et puis, il n'y a pas que moi qui n'ai pas kiffé, hein. Pat Riley, pas trop kiffé non plus. J'espère que vous avez vu la conférence de Pat Riley en sortie de... Le type, il arrive. Tu la fermes. Tu arrêtes. Jimmy, faut se taire. Exactement. On va basculer sur les satisfactions parce que là c'est bon, c'est bien clashé, mais en plus on a un peu préchauffé parce qu'après en after on va pouvoir se régaler un peu. Il y en a 2-3 qui ont fait j'ai besoin de parler de mon équipe avec toi. C'est un peu du mal là. Satisfaction. Alex, première chose qui te vient à l'esprit, et là je pense qu'il y en a qui vont être d'accord avec toi, mais justement c'est quoi une de tes satisfactions dont tu as envie de parler là? Waouh, Playoff 2024, tu penses à Josh Hart, Dante DiVincenzo et Jalen Brunson. Ouais. Donc et les Knicks en global, évidemment. Mais ce trio, en fait, il m'a fait kiffer. Ah ouais. Donc, ils étaient à la fac ensemble, hein, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi. Donc, c'est quand même une jolie histoire. Ouais. Les types se retrouvent quelques années plus tard en NBA. Ils ont eu des parcours un peu différents. Jalen Brunson, il est passé par Dallas. Josh Hart, il est passé par plusieurs équipes déjà. Ah oui. Il est même ressorti vivant de Portland. Ouais. New Orleans. Dante DiVincenzo est passé également aussi par plusieurs équipes. Les Bucks, les Warriors et tout. Et les types se retrouvent et effectivement, ils nous sortent un truc qui est tellement Knicks, qui va tellement au bout du délire. Ouais. Ça se donne à fond. Il y a des matchs de fou. Je veux dire, Josh Hart au rebond, c'est Dennis Rodman sur ses playoffs. Jalen Brunson a été incroyable avec un nombre de matchs à 40 points. MVP de quoi? Parce que pour les finales, c'est mort. Hein. Et MVP de régulière, franchement, il y avait quand même des MVP clients... du Game 4 face aux Sixers. C'était génial, mec. MVP du Game 6 contre les Sixers, je suis d'accord. Oui, bien sûr. Non, mais ce match ultra clutch à l'extérieur, de Jalen Brunson, qui va les finir là-bas à Philadelphie. Le cœur de Josh Hart, le cœur de Dante DiVincenzo, j'ai vraiment trouvé cette aventure incroyable. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait un tout petit poil plus de banc, un peu moins de temps de jeu, un peu moins de blessures, pour qu'ils puissent résister mieux que ça à Boston. J'aurais vraiment kiffé. Hartenstein aussi, hein, dont on n'a pas souvent parlé. Au Pacers, pardon, j'ai de la merde. Hartenstein qui fait un taf de fou furieux. On en parlait d'ailleurs avec un copain qui est dans la salle et que vous pouvez applaudir. Il y a Simon qui est dans la salle, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut applaudir le roi de l'addition? Tout à l'heure, il y a un gars qui a dit « Ouais, j'adore l'addition et tout, hein, Simon ». Ouais, c'est légèrement décalé, j'adore. Je dis, mais enlève légèrement, en fait. Enfin, non? Ah bah oui, je te Le confirme. gars a dit légèrement décalé. Ah bah voilà, on se régale toujours avec Simon et on en parlait, c'est vrai, la dernière fois dans l'addition, excusez-moi. J'ai l'impression que moi je suis pas fan des Knicks, mais j'ai l'impression que la planète basket va bien ou mieux quand les Knicks sont bons. Genre, on est tous un petit peu fans des Knicks au fond, tous. Bon, les Knicks gagnent, on regarde tous les Knicks. J'irai pas jusque-là. Si, je te le dis. Je pense qu'on aime tout ce qui est populaire, tout ça, c'est formidable. Mais c'est vrai que au-delà des histoires de gros marchés, moi par exemple, je sais que par exemple moi je suis né en 1990, je pense que c'est clair niveau statistique, j'ai pas connu les années glorieuses des Knicks, tu vois. Non. Et je vois ce que ça représente quand New York est bon. Toi, t'as connu quand même connu la campagne de 2013-2014, quand même lourd.
Voilà, on va retourner sur des sujets un peu plus sérieux. Sujets sérieux. C'est quoi ta satisfaction, toi, de ces playoffs là? Alors moi, c'est une satisfaction qui, en fait, est un impact des playoffs, une conclusion. Je suis extrêmement content puisque JB Bickerstaff. Les punchlines, c'est sur les Cavs ce soir. Exclusivement. Regarde, il y a un fan des Cavs, il est sur son téléphone depuis tout à l'heure. T'inquiète, là il parlait de Garland. Il est en train de tweeter en majuscule. Ouais. On peut avoir Sohan contre Darius Garland, les Spurs. Non mais je suis content en fait parce que quel calcul de petits joueurs. Tout petit. Oh là là. Vous vous souvenez de la fin de saison régulière là où les Cavs essayaient d'affronter les bons? Et bah tu sais quoi? Félicitations, t'es viré. Ouais. Mais vraiment, c'est. Et t'as passé un tour. Mais t'es viré. En 7. Ouais. Face à un très bon Orlando Magic. Ouais. Mais moi, je trouve que les fans des Cavs, ça faisait longtemps qu'on discute ensemble. Et lorsqu'il y a eu la breaking news, JB Bickerstaff qui est viré, j'ai senti une brise venir de l'Ohio. Un espèce de renouveau, un peu la brise du printemps, un truc, tu vois, genre, t'as de l'optimisme, t'y crois. Encore qu'on va voir ce qu'ils vont faire après. Mais c'est une satisfaction, c'est que les Cavs ont essayé de un petit peu contourner les règles, mais chacun fait ses calculs. Hein. Non, ils n'ont pas contourné les règles. Ils ont contourné les règles. Non, ils ont fait des calculs. Tu te fais battre par les Hornets, équipe F des Hornets 2024. Tu te fais battre par les Hornets, c'est contourner les règles. Oui. Tu te fais battre par l'équipe F des Hornets pour le dernier jour de la saison régulière, c'est contourner les règles du basket de James Naismith il y a genre 150 ans, mec. Tu dois mettre la balle dans le panier. D'où tu perds contre cette franchise de losers. S'il y a des fans des Hornets, excusez-moi, mais compliqué. Il y a des fans des Hornets ? Ah, il y en a un, c'est bien. Je valide les Hornets. Je te paye un coup après. Non mais je suis content parce que voilà, les Cavs, il y a une nouvelle vague à créer là. Il n'y a plus de JB Bickerstaff. C'était la même punchline depuis des années. Donc félicitations. Vous avez pris un match au TD Garden. Vous avez failli sortir contre l'Orlando Magic. Et ben pour ce genre de calcul, tu te fais virer. Et je trouve ça cool parce que j'avais peur pour les fans des Cavs que ça y est, on a progressé parce qu'on a passé un tour, donc on va conserver notre coach. Non. Non, mais il était temps de virer JB Bickerstaff. Là-dessus, je te rejoins complètement. Premier tour passé ou pas, fallait qu'il dégage. Maintenant, on va faire la grande leçon. Parce qu'il y a plein de choses à évidemment débriefer, mais on a fait de la déception et de la satisfaction. Alex, ta grande leçon un peu de ces playoffs, même s'il y a les finales à venir, là, ce que tu retiens en ayant dézoomé et en ayant de la hauteur, c'est quoi ? L'avantage du terrain, à quoi ça sert vraiment en fait ? 77 matchs de playoffs jusqu'au final. 33 qui ont été gagnés à l'extérieur, donc c'est quand même un bon petit 40%, enfin tu vois, c'est pas la moitié, mais on s'en rapproche doucement. Et surtout, on l'a vu, plus le niveau a augmenté, c'est-à-dire à partir des demi de conf, il y a eu presque la moitié des matchs qui ont été gagnés à l'extérieur, 12 sur 25. Et en finale de conf, entre les Mavs et les Celtics, donc, qui ont mis des grosses claques à leurs adversaires directs, tu as eu 9 matchs de jouer en finale de conf, tu en as 6 qui ont été gagnés à l'extérieur. Et on a vu les Mavs partir de la 5e position, donc qui n'ont jamais eu l'avantage du terrain, qui ne l'auront toujours pas d'ailleurs en finale. On se demande limite s'ils ne sont pas l'avantage tout court en fait. C'est un truc assez incroyable. Moi je pense que ça remet en question la réflexion du 2-2-1-1-1. Il y a eu du 2 matchs à domicile, 2 matchs à l'extérieur. Les anciens, on a connu là, le 2 matchs à la maison, 3 matchs à l'extérieur. 2 matchs. Il a eu des séries en 2 matchs. Chez la personne qui a l'avantage du terrain. Le problème de ça, c'est que si tu fais 1-1 à l'extérieur, après tu as 3 matchs chez toi, tu peux finir la série. Donc ils ne trouvaient pas ça juste. Donc ils sont passés en 2-2-1-1-1. Je pense qu'il pourrait y avoir une autre réflexion là-dessus. Il y a un vrai truc à creuser sur la réalité en fait de l'avantage du terrain. À quoi ça sert vraiment ? On voit des publics un peu en feu, machin et tout, mais les joueurs en fait finalement, quel est le vrai avantage de se défoncer ? À quel moment ça va donner envie à des joueurs de se défoncer 82 matchs pour avoir l'avantage du terrain à la fin de la saison quand tu vois dans quel état finissent les Knicks et que les Mavs sont en finale NBA ? Mais est-ce que c'est pas là juste le fait de ces playoffs ? Parce que quand même le reste du temps... Alors j'ai pas fait toute l'histoire, on va regarder. Ouais, tout à fait. T'as un quart d'heure là si tu veux, tu nous fais toute l'histoire. Ouais, non, je le ferai peut-être. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une des leçons cette année. L'avantage du terrain n'a pas payé. Je suis d'accord. Il n'a pas payé. On en parle avec Simon la dernière fois un petit peu. Merci à la nouvelle génération de dire au revoir à l'ancienne. LeBron, KD, Curry, là, Cancun, là, ça fait long. Là, ciao. Là, ça fait long. LeBron, Kevin Durant, Stephen Curry. Voilà. Curry, il n'a pas vu les playoffs. Non, mais tout à fait, mais on vit sur les souvenirs. Pardon ? Exactement. On vit souvent sur les souvenirs un peu de ces joueurs et de tout ce qu'ils ont fait. Donc on est là genre ouais, tu sais que LeBron en 7 matchs, moi je veux pas le prendre.
ça dégage. KD, tu sais que sur 7 matchs, j'ai pas envie de le prendre. Il n'a pas joué 7, il en a joué 4. Ça dégage. Et Steph, tu sais que sur 48 minutes, quand même, voilà. Donc, sur 48 minutes, voilà, il dégage aussi. Ah, merci, voilà. Ça dégage. Et donc en fait, de voir à la fois les anciens réaliser qu'en fait, il faut nettement mieux s'entourer, peut-être même se rassembler, on verra ce qui va se passer cet été, et puis la nouvelle génération. Il faut passer le relais aussi, tout simplement. Et c'est la nouvelle génération, moi, qui m'hallucine, c'est que c'est pas juste un coup de quelques joueurs jeunes qui sortent du lot. Moi, je sais pas vous, mais quand je vois le niveau de joueurs comme Anthony Edwards, on pense ce qu'on veut de Tyrese Haliburton, mais Anthony Edwards, Brunson n'a pas 32 ans. Hein. Certes, il a fait un gros cursus, mais il reste encore. C'est la génération. Non, mais c'est pas un petit jeune quand même. C'est pas un petit jeune, mais il est là quand même. Ces garçons qui disent ouais, non, mais j'aime bien la royauté, etc. Mais fuck la royauté. Nous, on est là pour prendre la suite. Et je crois que la phrase, c'est Simon qui l'a sortie pendant l'édition. C'est genre une finale de conférence Mavs-Wolves. Enfin, c'est un truc assez historique quand même. Parce qu'on n'a pas connu ça dans l'histoire de la NBA. Et du coup, moi, je suis très content d'avoir ce vent frais là de mecs, mais Shai Gilgeous-Alexander, Anthony Edwards, Jason Tatum évidemment qui est là, qui fait le taf. C'est pas que c'est pas que des gars qui font des petites perfs, je les trouve très 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 forts. Et franchement, là demain, tu dis ces gars-là alignés avec les plus grands de tous les temps, donc en l'occurrence Steph, LeBron, KD, bah je comprends les gens qui hésitent. Parce que ces gars-là sont très très forts, ils ont pas. Non mais tu veux dire aujourd'hui, tu veux dire. Ouais. Tu parles pas, tu compares pas les carrières là. Si. Non, oui, aujourd'hui, oui, forcément, il y en a qui ont presque 40 ans et d'autres qui en ont 25, donc ouais, mais déjà, tu triches. Oui, bien sûr, mais on n'arrête pas de dire à chaque fois, en 7, moi je veux pas affronter LeBron. C'est normal parce qu'il faut du temps pour que les jeunes prennent vraiment la place. Enfin, et je trouve qu'effectivement, tu as raison de le dire. Cette année, c'est un des signes de. En finale de conf à l'Ouest, on avait Anthony Edwards face à Luka Doncic. Je schématise évidemment, mais en termes de leader. Oui. De l'autre côté, on avait Jason Tatum face à Tyrese Haliburton. Oui. Voilà, donc effectivement, KD ça dégage au premier tour, LeBron ça dégage au premier tour, Steph ça dégage tout court. Kawhi n'a pas joué. Kawhi, voilà, il n'a pas joué. Paul George n'était pas là. Butler était blessé. Enfin, en fait, c'est ça qui est assez intéressant. C'est oui, cette relève qui a de la gueule et qui, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, je me disais, mais oh là là, quand Curry et LeBron vont raccrocher, on va être moins dedans. En fait, non. En fait, là, on a envie de savoir, Anthony Edwards, dans quel niveau de vénéritude, si je peux dire ainsi, il va revenir la saison prochaine. Exactement. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et si la France secourra Team USA à l'avenir, la réponse est oui. Oui. On va basculer sur les finales. Je vais juste prendre un peu la température, puisqu'on va évidemment parler du Game 1 qui va démarrer ce jeudi. Levez la main, celles et ceux qui pensent que Dallas va remporter les finales. Ah, quand même. Waouh. Ah ouais. C'est le cœur ou la raison? Bah, je suis d'accord. Hein. Les deux. Moi, je suis d'accord, de toute façon. Et t'as vu, Bastien, levez la main, celles et ceux qui pensent que Boston va remporter les finales. Alors, vous pouvez gueuler, mais vous êtes moins nombreux, là, ce soir. Clairement. T'es d'accord? À l'œil, hein. Bah, on a la commu qu'on mérite. Alors, voilà, sur ce, on va pouvoir... Non, mais en vrai, c'est serré, et ça, c'est cool. C'est serré, avantage Mavs, hein, là. Avantage sur les mains levées, là. Sur les mains levées, je veux dire. Parce que sur les finales, nous, on a fait la preview complète, Alex, qui est disponible évidemment sur votre chaîne YouTube préférée. C'est assez serré quand même. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur une série où là, on se ramène et on se dit, bon, franchement, il y a un clair favori, quoi. A priori. Après, moi, je pensais pas que les Mavs allaient déboîter les Wolves à ce point-là, par exemple. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais effectivement, a priori, on a deux équipes très tactiques. On a deux vraies bonnes défenses polyvalentes. Ouais. On a Porzingis qui revient. J'allais y venir, tout à fait. Tu vois, on est au complet des deux côtés. Les Mavs, ils sont au complet, les Mavs. Après, il y a toujours à ce moment de la saison. Lively qui n'est pas à 100%. Luka, il y a les genoux qui grincent. Bon. Tu as toujours des petites blessures à ce moment de la saison, mais c'est vrai que. Mais dans l'ensemble, ça va. Ça va bien. D'ailleurs, je vois que certains se posaient la question. J'en parlais dans l'escalier avec certaines et certains. C'est tombé là. Porzingis, il y a bonne chance pour qu'il puisse jouer le Game 1. Normalement, il joue là. Ah, mais c'est ça aussi la breaking du jour. Il joue. Et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. C'est que Porzingis devrait jouer. Il s'est entraîné ce week-end. Ah non, ça... il joue, je pense. Hein. Ouais, ça devrait jouer. Alex, ça mène justement à ces questions qu'on va se poser sur ce Game 1. Ce jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi, 2h30, je crois, du match. Je vous laisse confirmer, je crois 2h30, un truc comme ça. Oui, il va y avoir un café, ouais. Il va y avoir un café. Il y aura certainement un lait café aussi, si vous êtes sage. Qu'est-ce que tu attends le plus sur ce match? On va parler un petit peu de Factor X. Là, quand tu abordes ce Game 1, on a eu des équipes qui se sont reposées pendant longtemps. Boston, ça fait 1 mois et demi qu'ils n'ont pas joué. Dallas, évidemment, ça fait quelques jours. Dallas a eu une semaine de repos. Ils ont eu une semaine de repos. On va démarrer à Boston. Ton Factor X sur cette rencontre, ce que tu vas surveiller le plus, c'est quoi? Factor X, pour le coup, je prends Porzingis, ouais.
Ouais, parce que si vraiment il joue, je veux bien voir dans quel état de forme il arrive, quel rythme il est capable de tenir. Ça change pas mal la défense de Boston. Tu deviens un peu plus vertical, tu as un vrai protecteur de cercle. Sans faire offense à Al Horford, il fait du boulot, mais c'est pas du tout le même délire. Tu les fais pas offense. Et en attaque, Porzingis qui commence à faire tomber ses 3 points dedans. Je veux bien voir comment Gafford, Lively et compagnie vont gérer ça en face. Donc c'est clairement un facteur X. Est-ce qu'il joue ? S'il joue, dans quel état de forme il est ? Est-ce qu'il joue 12 minutes ou est-ce qu'il joue 28 minutes ? C'est pas du tout la même pour les Mavs. Sans parler de l'historique, si vous avez un peu suivi la carrière de Porzingis, il est passé par les Mavs. Il a joué à Dallas. Il y a moyen qu'il ait envie de se faire un peu violence et de les salir. Il a joué à Dallas. Il paraît qu'il a même joué une série contre les Clippers où il se faisait ouvrir. Mais ça, c'est voilà. Défendu par Batum d'ailleurs. Oui, complètement. Et attaqué par toute l'équipe des Clippers. Oui, tout à fait. Attaqué par le comté de la Californie. T'as quoi, toi, en Factor X ? T'as quelque chose de pertinent ? Tu viens de me parler d'historique. Bon, certains l'ont vu dans la preview. Moi, j'attends ça. Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai un truc sous ma chaussure. J'ai le logo des Celtics sous ma chaussure. Kyrie, genre là, le niveau global, à la fois d'animosité qu'il va y avoir et à la fois de Kyrie Irving. Parce que, tu vois, quand on parlait de satisfaction, un des joueurs qui me satisfait le plus sur ces playoffs global, Kyrie Irving. Ouais, tu peux le citer. Approche défensive. Production offensive. Clutchitude. Certains éléments même de leadership avec les plus jeunes, évidemment. La façon dont il s'entend bien avec Luka, et donc c'est ton tour, c'est mon tour. Je trouve que Kyrie, là, est en train de remettre les points sur les i, avec toutes les critiques qu'il y a pu avoir, et qui étaient justifiées d'ailleurs. Mais là, vraiment, je me demande quel va être le Kyrie Irving. Et je suis fasciné parce que on l'a vu en finale NBA nous sortir des... Qui a vu les finales 2016 ? Bon. Pas tout le monde. Hein. Non, mais tout à fait, mais... T'entends le silence qu'il y a derrière. YouTube est votre ami. Tout à fait. Non mais c'est religieux comme silence. Kyrie, finale NBA, pardon. Et c'était face à des Warriors historiques. Et donc là, du coup, il y a encore plus de temps, encore plus d'expérience, de sagesse. Il est bien physiquement, il a des comptes à régler. Tu le sens là quand il parle, il y a une espèce d'équilibre à la vraiment Kyrie spirituel. Tout va bien. Vraiment, tu sens qu'il a un fond dans son rôle de lieutenant aussi. Hein. Il est à fond dans ce... Leader lieutenant. Costard. Oui. Costard avec Luka. Et donc moi, c'est le game one de Kyrie. C'est-à-dire que c'est quoi le mec qui vient de sortir ? Parce que la dernière fois qu'il s'est ramené à Boston avec les Nets, oui, Kyrie a joué avec les Nets. Ouais, il a pris une valise, par contre. Ouais, mais qui se souvient du game one de Kyrie avec les Nets ? T'en souviens ? Il était pas content. Il était monstrueux. Au-delà des... c'est quoi ? C'est index, auriculaire, c'est tout ça. des doigts. Au-delà des majeurs qu'il a fait au public de Boston, il était monumental. La pression, il la boit. Et franchement, je pense qu'il va se ramener sur ce Game 1 et donner le ton pour le reste de la série. Parce que s'il est agressif, attention pour les autres, ça peut donner un souffle énorme. C'est vrai qu'il y a une série dans la série. Il y a Kyrie contre Boston, au milieu du Mavs Celtics. C'est vrai. Clé du match, un peu pour parler un peu tactico-technique, parce qu'on l'a fait un peu dans la preview. Mais on est entre experts. Hein. Exactement. Sur ce match, Alex, le truc que tu vas surveiller le plus en précis, c'est quoi ? La réussite à 3 points de Derrick Jones Jr. Oui. C'est technique, j'avoue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand Derrick Jones Jr. met dans le corner, l'attaque de Dallas, tout de suite, c'est plus du tout la même ambiance. Je pense que la très très bonne défense et très intelligente défense des Celtics, je pense que c'est lui, Derrick Jones Jr., qu'elle cible si jamais il doit y avoir un mec ouvert parce que le ballon circule bien, le close-out où tu es un peu loin, tu as envie que ça soit sur Derrick Jones Jr. Tu n'as pas envie que ça soit Gafford ou Lively au cercle. T'as pas envie que ce soit Kyrie Irving ou Luka Doncic, on est d'accord. Et PJ Washington, il a montré que si tu le laisses un peu trop ouvert, les bons soirs, il te met 20 points. Derrick Jones Jr., notamment, tu peux demander aux Wolves, quand il fait tomber dedans, c'est une galère. T'es très embêté parce que de l'autre côté, les Mavs en ont beaucoup besoin. Je pense que Derrick Jones Jr. va avoir des sacrées missions défensives là, sur cette série, comme il a eu dans la série d'avant. Bien sûr. Et donc, tout ce qu'il va mettre en attaque, c'est que du bonus. Et plus il en met, plus tu peux le garder sur le terrain pour défendre. Tout à fait. Et donc, pour moi, c'est une des grosses clés des Celtics et des Mavs. S'il met dedans, ça va trembler côté Celtics. Derrick Jones Jr., on va surveiller évidemment avec l'adresse dans les corners, parce que souvent, vous le voyez, un Luka, là, il y en a 3 sur lui. À l'opposé, pour Derrick Jones Jr., vous l'avez vu plein de fois. Je sais pas s'il y a des fans des Mavs. Ouvert, il est servi. Il y a des fans des Mavs, vous l'avez des pronostics. Il y a des fans des Mavs. Bon, les gars dans les corners, je pense que vous connaissez. Voilà. On va vérifier ce qui se passe avec Derrick Jones Jr. Moi, je vais partir sur le tempo, parce qu'on a parlé d'équipes là qui étaient un peu reposées. C'est toujours bizarre les Game 1. Toujours.
Quelle équipe va être le toujours bizarre le Game 1. Qui va imposer le tempo, parce qu'on sait que Dallas aime bien quand même demi-terraniser la chose. Ils aiment bien imposer un petit peu leur tempo. Si je suis Boston, j'aimerais bien voir des Celtics agressifs qui poussent. Tu ne veux pas que cette défense de Dallas s'installe sur demi-terrain. Et ils ont les joueurs capables. Tu sais que les Jrue Holiday, Derrick White, Tatum et Brown notamment sont les premiers à pousser. Même alors fort des capables de pousser un peu le ballon quand il faut pour de la transition. Je pense que Boston a un vrai rôle à jouer dans le tempo de cette rencontre. Parce que si tu rentres vite dans une guerre de tranchées, non seulement tu peux t'exposer à une défaite, terrible sur les 2 premiers matchs à domicile, mais en plus tu peux permettre vraiment à Dallas de voir à quoi, excusez-moi les fans de Boston, mais les Celtics peuvent donner dans des situations un peu serrées. Et parfois ça a été rassurant Boston, et parfois ça l'a pas trop été. Et en face, c'est vrai que ça rigole pas trop dans les fins de match serrés en face. Non, bien sûr. Non, mais c'est vrai. En face, tu as 2 énormes joueurs qui, même face à des Jaylen Brown, Jason Tatum, Jrue Holiday, qui tu veux, peuvent planter. Exactement. On va faire évidemment du petit pronostic de ce Game 1. Alors, nous sommes dans un apéro. Et donc, qui dit apéro dit les phrases habituelles d'Alex. Nous sommes là pour faire les rappels. Alex, petit bandeau jaune, on rappelle les choses. Nous allons parler de cotes. Et donc, on rappelle à tout le monde, comme le gros bandeau jaune que vous ne voyez pas dans cette salle, mais que vous voyez si vous nous regardez sur YouTube. Non, mais c'est ça, tu vois. Interdit aux moins de 18 ans de jouer de l'argent. Et même si vous avez plus de 18 ans, même si vous êtes fan, je sais pas, de Darius Garland, des Pacers, de Darius Garland, des Cavs et tout, faut pas miser l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre. Je suis très sérieux, c'est l'un des rares conseils utiles que je pourrais vous donner. Bon, vous connaissez le hashtag ? C'est bien. On va le faire. Voilà. 1, 2, 3. Incroyable, merci. Alex, c'est très très simple. On va montrer évidemment là, un petit bandeau avec ton pronostic, ta cote. On est prêt ? Ouais. 1, 2, 3. Moi j'ai fait dans le simple, dans l'efficace. Je pense que les Mavs vont gagner le Game 1. La cote, elle est à 3. Hein. Elle est à 3, ils sont vraiment... Ouais, sec. C'est victoire de Dallas. Elle est à 3, c'est pas mal. Je trouve que ça se discute bien. Je pense que ce dont tu as parlé, pardon, on va essayer de parler français, au niveau du rythme, c'est très vrai. Et que sur un Game 1, peut-être que les Celtics qui n'ont pas joué depuis encore plus longtemps que Dallas peuvent avoir un peu de mal à se mettre en route. Du coup, on arriverait dans une fin de match serrée. Moi, fin de match serrée, Kyrie et Luka, Boston Garden ou pas, je pense qu'ils peuvent le prendre. Donc je dis Dallas qui prend le Game 1 et toute la nation verte qui tremble. Magnifique. Ils sont sereins. Je me fais pas que des potes. Justement, je vais m'occuper des Celtics. On va montrer le petit bandeau. Victoire de Boston, pour être précis, entre 1 et 5 points. Ils sont 4 d'accord. Ouais. Ils sont confiants les mecs. C'est normal, les fans de Boston, ils pensent que ça va gagner de 18 là. Ouais, un petit peu. Non, victoire serrée, parce que je pense quand même que Dallas, ils l'ont montré sur tous ces playoffs. Ils ont envie de prendre tout le temps un des 2 premiers matchs. Ouais. Il y a eu différentes variantes. Il y a eu Dallas, on vous démarre direct, mais je crois que Clippers c'était Game 2 et le Thunder c'était Game 2. Game 2 aussi. Ouais. Donc ils ont souvent la tendance à prendre ce Game 2, mais ils ont pris le Game 1 et le Game 2. Ils ont tout pris. Ah, ils ont tout pris. Mais on était sur des scénarios quand même assez serrés. Les Bulls ne se sont pas non plus fait botter. Non. Et je pense que Boston, évidemment, va démarrer assez fort. Ça va se jouer au finish. Ça va tester ces Celtics. Je leur souhaite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques, ça se voit rien que dans la salle, par rapport à ces Celtics en finale. J'aimerais bien qu'ils aient un tremplin de confiance dès le Game 1, avec un match serré, un peu dans le même registre que ce fameux Game 1 de Kyrie avec les Nets, où ça s'est joué sur un buzzer de Jason Tatum. Un petit drive là sur la passe. Je pense que ça va se finir avec une très belle défense de Kevin Durant. Probablement là-dessus, ouais, tout à fait. La tornade, comme on dit. La toupie. Exactement. Donc je vais partir là-dessus. On remet juste le petit bandeau jaune pour rappeler évidemment de ne pas faire les bolos. Évidemment, soyez responsables par rapport au jeu de paris sportif. Juste là pour faire parler à main levée, puisqu'on a eu du ouais. Qui pense que Boston gagne ce Game 1? C'est pas serein. C'est pas serein. Et du coup, Boston, qui pense que Dallas remporte ce Game 1 à l'extérieur? Mais non, mais c'est incroyable. Il n'y a pas photo. Enfin, vu d'ici. Je suis assez choqué. Ah ouais, moi aussi. Du coup, je m'attendais pas à ça. Du coup, ça me met bien dans la merde pour la prochaine section. On va vous faire gagner un maillot. Ouais. Bien évidemment, grâce au poteau de Paris en Sport, on va vous faire gagner un maillot. Et nous avons, et vous avez le droit de réagir, un magnifique maillot de Jason Tatum. Juste. Quand même. Attends. Non, il est beau. Il est incroyable. Ah, franchement, il a de la gueule. Alors, on va pouvoir le faire gagner à une personne parmi vous. Pour
le faire gagner, c'est très très simple. Je vais devoir compter sur votre collaboration, car je vais poser une question. Vous avez le droit de lever la main hyper vite dès que vous avez la réponse, et c'est Alex qui va vous pointer du doigt pour que vous puissiez donner la réponse. Donc moi, je ne veux pas entendre la réponse. Donc je précise, hein, j'ai vraiment le rôle de merde. Donc je vais faire de mon mieux. C'est la première personne que je vais voir, tu vois, comme ça. Voilà. Hein, voilà. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Je veux pas entendre la réponse, je veux que des mains levées. Mesdames et messieurs, en quelle place de la draft Jen Tatum a été sélectionné? Là-bas, j'ai vu. Alors, attends, qui? là. Attends, qui? Ouais, non, devant le t-shirt rouge. Ouais, toi, ouais. 3. C'est une bonne réponse. C'est la bonne réponse, bien joué. On va les filer. Hein? On l'applaudit. Oh. Tiens, wow. Bien joué, mec. Tu peux être asseoir. Incroyable, on l'applaudit. Avec un maillot de Doncic, j'avais même pas vu. C'est énorme. Donc, pour ceux qui sont déçus, je pense que ce maillot est sur eBay dans un quart d'heure. Donc, vous pouvez le récupérer. Non, mais ça se joue au Shifumi dans une demi-heure, là. Tu le fais à pas cher. Sur eBay. Ouais, on verra. Tu sais, c'est vraiment les mêmes, tu sais, des mecs qui portent 2 maillots et qui l'enlèvent à la mi-temps. C'est clair. Je suis fan de Boston de longue date. Non, félicitations, évidemment. Restez évidemment là, puisque à la fin de cet apéro, il y aura une autre petite surprise à vous proposer. Et là, tout le monde pourra participer, vous allez comprendre, de toute façon, ça va être incroyable. Et si on parlait de draft? Ah, cool. Mais je vais reprendre mes notes alors. Oui, parce que là, c'était freestyle jusque-là. Ouais. On va parler un peu de draft. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quelle nuit la draft 2024? C'est le... Il n'y a que ça. Attends. Il n'y a que ça qui sait? Oh, bah d'accord. Commentez sur la chaîne de Trash Talk. Voilà. Le 26, à partir de 2h du matin. Et cette année, c'est en 2 jours. Et cette année, c'est en 2 jours. Le premier tour le 26, le deuxième tour le 27. Et le deuxième tour a lieu à 22h. Voilà. Ils veulent pas qu'on dorme. Ils veulent que Brony tombe à 22h40. Ouais. Ouais, ou à 5h15. La veille, tu vois. Oh, le live. Non? Oh, le live incroyable. Tu sens pas ça? Ah, si, Pic 27, là? Les Lakers sous Qui a le pic 27? Je sais même pas. C'est C'est les Lakers, non? Non, les Lakers, ils ont 17. Ouais, c'est un peu haut quand même, non? Non, t'inquiète. Non. Ça fait un peu haut ça quand même. Ça peut tout à fait partir sur Brony. C'est pas très discret, tout ça. Ah bah qu'est-ce que ça fait là, bref, Brony bah, James. Bon, alors évidemment, sur la draft, on est impatient parce que l'année dernière, on a vécu l'arrivée d'un astéroïde ou d'un alien sur la planète basket, Victor Wembanyama. Là, on est... Il y a des fans des Spurs là dans la salle? Ça va. On se retrouve après? Ça va, tranquille. Non mais ça va, on va parler San Antonio. Ouais. Quand même, quelle chance. On va avoir potentiellement 3 Français dans le top 15. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Ouais, c'est lourd. Et honnêtement, on peut vraiment avoir un numéro 1 de draft pour la 2e année consécutive. Genre, mais vraiment. Et peut-être 3 fois avec Nolan Traoré. Pardon, le basket, c'est chez nous. Qui est incroyable. Il y a Nolan Traoré qu'on a hâte de regarder. Incroyable. Il y en a qui connaissent pas Nolan Traoré, levez la main. On va voir tout à fait. J'arrive tout de suite. Qui ne connaît pas Nolan Traoré? Allez checker. Draft suivante, pépite, extraordinaire. Jeune, meneur, arrière, fort. Saint-Quentin l'année prochaine. Fort. Ouais. Rapide. Courage pour puissant, ceux qui veulent aller à technique. Saint-Quentin. Oui, voilà. Par contre, il faut aller à Saint-Quentin. Voilà. Alors, on va poser plusieurs questions. Moi, j'ai plein de questions à poser à Alex. On aura l'occasion évidemment de faire des profils de draft pour le plus grand plaisir de Léonce avec les intros. Les intros, oui. Les fameuses. Street Fighter. Eh oui. On va se régaler. Win. Alex, on va focus évidemment sur Alexandre Sarr, Tidjane Salin, Zachary Zaché. On va commencer par Alex Sarr qui, pour le moment, est à la bataille plutôt projeté avec Zachary Zaché en premier choix de la draft. Ouais. Moi, j'ai envie de te lancer juste sur une question. C'est quand tu vois ce qui se passe, notamment à Atlanta, et je vais pouvoir te répondre aussi là-dessus, mais quand tu vois la situation, Clint Capella, Onyeka Okongwu, etc., est-ce que pour toi, les Hawks, ils vont vraiment prendre Alex Sarr en numéro 1 de la draft? Ça a du sens? Je pense que la question, c'est pas celle-là. C'est est-ce que les Hawks vont drafter? Ah oui, oui. En 1 là? Oui. Non, moi je suis pas sûr. J'attends de voir. Pourquoi ils feraient ça? Parce que j'ai besoin pour prendre de plus... Alexandre Sarr? Non, parce qu'il faudrait que je privatise la soirée, une nouvelle soirée pour expliquer le management d'Atlanta. Donc moi, je pense pas que les Hawks vont forcément drafter en 1. Et je pense par contre qu'une équipe pourrait proposer
quelque chose aux Hawks en échange de un joueur ou deux avec le pick one. Et cette équipe va venir chercher Alexandre Sarr, qui, je pense, sera le numéro 1 de la prochaine draft. Donc Hawks ou pas. Donc, ok. Donc toi, tu penses que Alex Sarr va être numéro 1 de la draft? Oui. Et pour toi, s'il y a quelqu'un qui doit faire une proposition à Atlanta, oui, vas-y, je décroche. Hein. C'est qui? Je sais pas, les Pistons, les... Bah quoi? Ah, mais j'ai parlé de franchise NBA. Les Pistons, ils peuvent peut-être être intéressés par le profil. Moi, je prends Kate Cunningham avec grand plaisir. Ah oui, on verra ça. T'as pas déjà un peu trop de monde sur les lignes arrière? Non, ça dégage cet été là. Ah oui. Il va y avoir du beau mouvement, tu vois. Ok, on fait un apéro Hawks, allez, c'est parti. Ouais. Non, pour toi, mais je sais pas, les Wizards ont le pick 2. Est-ce que vraiment ils vont prendre le risque de pas avoir un pivot alors que... Qui sont les pivots des Wizards? C'est qui les pivots des Wizards? Moi. Genre moi j'arrive à Washington demain, tu me donnes un maillot, je joue pivot là-bas. Oui. Alors pour ceux qui n'ont peut-être pas vu l'info, d'ailleurs c'est confirmé, ça circule beaucoup. Les Wizards sont évidemment à fond sur Alex Sarr. Et donc ils sont pas sûrs de l'avoir si jamais... Beaucoup plus que sur Zachary Rizaché. Ouais, ce qui est un peu logique, parce qu'ils ont Bilal Koulibaly, Kyle Kuzma, on verra s'ils le gardent, mais ils ont déjà des joueurs dans la zone de jeu de Zachary Rizaché, et en termes de potentiel, difficile de savoir, je pense, aujourd'hui, entre Zachary Rizaché, Alexandre Sarr ou un autre joueur qui va vraiment pouvoir bien sûr. Vraiment percer le plus en NBA. Oui. Donc je comprends qu'ils soient très chauds sur Alexandre Sarr, sauf que t'es numéro 2, t'es pas sûr de l'avoir. Bien sûr. Moi, je suis les Hawks, j'appelle Washington. Hein. Je fais bon. Alors, oui, je comprends, mais si qu'est-ce qu'on peut faire? La situation avec les Hawks, et je vais essayer de faire ça court, net et précis, évidemment. Vous voulez pas de Jordan Poole? Non, ça va. Non, t'as dit déjà Darius Garland sans shoot, j'ai mal au cœur, donc Jordan Poole, ça va. Il a une belle moustache quand même. En vrai, Atlanta, moi je comprends, et moi j'aurai l'occasion d'en faire des gros focus et on en reparlera. Il y a toute cette interrogation sur le fait de sélectionner un. Moi j'ai plutôt le sentiment, ce qui circule autour d'Atlanta, que les Hawks vont sélectionner un parce que souvent, nous on est fans, on suit la NBA, on suit les joueurs, les équipes, mais souvent c'est des histoires de management, la direction qui est au-dessus, et la direction d'Atlanta, elle n'arrête pas de se réjouir de l'obtention de ce premier choix de draft. Historiquement, Atlanta n'a pas eu de premier choix de draft, et donc ça peut avoir une très grosse incidence et une mauvaise image au niveau de ce management. Je comprends. S'il ne sélectionne pas un. Après, ça peut finir avec un très mauvais choix. Mais j'ai plus l'impression que là, il y a plus de chances, selon moi, qu'il draft. Ça draft. Pour moi, ça draft. Et il y a plus de chances qu'il draft soit ça. En gros, ce serait. Il draft qui, ouais, voilà, parce que. Sarr, Rizaché, trade. Je le ferai dans cet ordre-là. Soit ça draft Sarr, mais si draft Rizaché, ça passe au-dessus pour moi de drafter le premier choix de draft. De transférer le premier choix de draft. D'accord. Ok. On verra ce que ça va donner. De toute façon, je vais faire après un appel au public pour savoir. Ça craint les Hawks quand même. Ouais. Ça craint là. On pourra en faire un débat. Moi, je vais passer toute la soirée après à en débattre. Est-ce que c'est mieux? Moi, je drafte pas. Moi, je drafte pas. Je mets on the spot. Enfin, je drafte pas en 1. Est-ce que c'est mieux d'être fan des Hawks dans notre situation ou d'être fan des Suns dans la tienne? C'est une bonne. N'empêche que c'est une bonne question. Alors, attends, je pose la question. Ce qui est une bonne question. Est-ce que vous préférez lever la main ceux qui préfèrent être fans des Suns? Merde, ça va être serré. Moi, je compte, ils sont 34. Ouais, d'accord. Vas-y. Levez la main ceux qui préfèrent être fans des Hawks. Ne décevez pas. Ah, c'est les Hawks qui gagnent. Ouais, c'est 50-50. Bah, vous avez pas de goût. Non, c'est 50-50. Non, justement, ils ont une excellente vision. Ça arrive. Non, mais après, je comprends ce que tu dis sur Atlanta. On va surveiller ce qui va se passer, mais on va en parler. Moi, je drafte pas. On va en parler dans une autre section parce que cet été, il va y avoir des mouvements. Parlons de Zachary Rizaché. Évidemment, il y en a qui l'ont vu un petit peu jouer, Zachary Rizaché, cette saison. Levez la main un petit peu. Talent extraordinaire. Magnifique joueur. Magnifique. Fiston de Stéphane. Rizaché. Médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Extraordinaire joueur. Titulaire, gros joueur, gros ailier. De père en fils, là, t'as 2 ailiers. Exactement. Et donc, du coup, on va suivre Zachary Rizaché parce que là, il est, si je dis pas de bêtises, au moment où on parle, il est à Trévise pour faire la draft combine, notamment avec les mesures qui vont être faites pour savoir. Il est grand. Il fait combien, il est grand. taille de tes mains, tout ça. Enfin, bref, tous les mythos qui tournent sur Google. Non, Alex, la question sur Zachary Rizaché, c'est quand on voit ce qui se passe dans le haut de la draft. Oui. On vient de parler d'Atlanta. On vient de parler de Washington. Il y a aussi des Spurs qui ont des packages 4-8. Est-ce que tu vois une franchise au-dessus des autres qui est capable de se dire Zach, c'est le profil idéal pour nous, c'est le fit parfait, je vais faire le nécessaire pour monter et aller le chercher? Mais monter en 1 alors? Peut-être pas. Aller chercher les Hawks? Si Alex Sarr est en 1, il est disponible en 2. Oui, mais les Wizards, pour le coup, je les sens beaucoup plus intéressés par un joueur au profil d'Alexandre Sarr que par un joueur au profil de Zachary Rizaché, puisqu'ils ont déjà un peu de monde dans l'aile et jeunes.
Donc, est-ce qu'une équipe qui est intéressée par Zachary Rizaché en termes de profil, juste si tu parles de fit et pas de potentiel, les Pistons. Les Pistons, ils ont besoin de tout le monde. Non mais c'est vrai. Les Spurs complètement. Les Spurs. Mais les Spurs, est-ce que tu peux croire que tu vas l'avoir en 4 ? C'est risqué, non ? Non, ça sort pas du top 3, j'ai l'impression. Je pense que ça sort pas. Je pense que ça sort pas du top 3. Donc si t'es les Spurs, tu fais quoi ? Tu vas voir les Hawks, tu dis on se connaît bien, tout ça, j'ai eu Bastien au téléphone, nickel, on se serre la main, je vous donne le 4, le 8, vous me donnez le 1. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en plus comme petite chose pour vous appâter ? Un petit pic, vu que vous nous avez dilapidé pour déjeuner Téméraire. Voilà, par exemple. Tu vois, est-ce que tu fais ça vraiment ? Est-ce que vraiment les Spurs veulent drafter en 1 un joueur comme Zachary Rizaché ou se dire non, on garde notre 4, on garde notre 8, on verra ce qu'on aura en 4, mais on pourra toujours avoir par exemple Tidjane Salin dont on va parler après, plus tard, qui est un profil, je te dis pas que c'est le même profil que Zachary Rizaché, mais tu peux déjà comparer quoi. J'ai apprécié le fait que tu sortes le mot Pistons de ta bouche. Mais Alex, j'ai un problème, c'est que est-ce qu'on peut faire l'historique des Français à Détroit ? Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Sekou Doumbouya, aïe, aïe, aïe. Kylian Hayes, aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est chaud. J'avoue. C'est parce que tu souhaites. Evan Fournier, tout à fait. Bon, après, Evan, c'était vraiment un petit passage pour des raisons qu'on connaît. Ouais, mais c'est le triangle des Bermudes. Hein. Oui, non, j'avoue. Tu disparais. Hein. Mais peut-être que justement, un joueur comme Zachary Rizaché pourrait rehausser tout ça. C'est quand même à la base. Je rappelle que à la base, vous me croyez ou pas, mais c'est une belle franchise normalement les Pistons. Mais si. Ah, comment il s'est marré ? C'est vrai ou pas ? Non mais c'est vrai. À la base. Non, historique. C'est une grande franchise. Non mais tout à fait. Historiquement incroyable. Non mais Après ils ont changé de salle, tout ça. Il y a eu plein de choses qui ont été bizarres, mais à la base, il y a de quoi. Si tu commences à gagner, t'as la ville derrière toi là-bas, c'est sûr. Si vous êtes curieux, il y a un Allez Café sur les Pistons. Je sais pas si certains l'ont vu. Qui explique pourquoi c'est la pire franchise NBA des 15 dernières années. Voilà. Vous pouvez vous renseigner. Toi, t'aimerais bien le voir chez les Pistons ? Je pense qu'en tout cas, il a une vraie chance d'avoir du gros temps de jeu. Parce que je sais pas si tu vois les ailes des Pistons. Je vais pas être désagréable, mais poste 3, poste 4, il y a de la place. Osar Thompson ? Je veux dire, là, ouais, voilà. Mais justement, en plus, ils peuvent être complémentaires les deux. Je trouve Zachary plus technique, plus dribbleur-shooter. Là où Osar Thompson, sans lui faire offense, son shoot, il y a encore du taf. Par contre, il a d'autres qualités. Bien sûr. Ça peut marcher. Tu peux avoir une paire d'ailiers comme ça, là, qui fonctionne. C'est possible. J'entends. Avec du vrai temps de jeu. Moi, je t'avoue que Zachary... J'aime bien les jeunes Français s'ils arrivent avec du temps de jeu. Tu vois, Kylian Hayes, c'est dommage, il n'en a pas fait grand-chose de son temps de jeu, mais au moins, il en a eu. Pourquoi il en a eu ? Parce qu'au Pistons, t'as du temps de jeu, quoi. Moi, je t'avoue que j'aimerais bien voir, évidemment, Zachary chez les Spurs. En 4 ? Ouais. Toi, tu penses qu'il peut tomber en 4 ? Je sais pas comment ça peut se passer comme fit Trafalgar. Je suis très sceptique, mais il y a un alignement de planètes et je serais pas étonné non plus que les Spurs disent tu sais quoi, on croit tellement en ce type de talent qu'on va essayer de packager, mais pas forcément 2 pics. Hein. C'est peut-être pas 4 plus 8 qui font 2. Non, c'est peut-être Keldon Johnson plus. Phrase très bizarre out of context. Hein. Tu sais que 4 et 8 ça fait pas 2. Hein. 4 et 8, par contre, ça peut faire 1. Oui, tout à fait. Mais non, mais peut-être un petit Keldon Johnson ou un Devin Vassell, ou je sais pas qui vous êtes prêt à lâcher là, mais un gars qui a du potentiel. Vassell, apparemment, c'est intouchable avec Wemby, mais on verra. Vassell, c'est intouchable ? Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est le gars le meilleur basketteur à côté de lui. Ok. Je suis pas allé loin en termes d'analyse. Hein. Là, tu m'as demandé pourquoi il va pas bouger. J'avoue que Vassell intouchable, faut quand même la sortir sans trembler du menton comme celle-là. Eh ben, figure-toi il est bon, bien sûr. Il est pas intouchable. Non, mais figure-toi que évidemment, on va rentrer dans cette sphère là au bout d'1 an avec Wemby, c'est que toutes les décisions maintenant, elles sont prises notamment en accord avec Wemby. Et je peux dire que Wemby, qui apprécie bien Devin Vassell, si Wemby dit Devin Vassell est intouchable, il est intouchable. Voilà, ça c'est une bonne raison. Voilà. Wemby a dit. Wemby, il a dit ça, du coup, on va faire comme ça. Justement, parlons de Wemby parce qu'il a notamment bien connu un troisième garçon qui s'appelle Tidjane Salin. Les deux familles se connaissent très très bien. Il en a parlé récemment. Il y a un très bel article. Ça va les familles, hein, ça tape la balle. Hein. Tout à fait. Faut baisser la tête dans le métro, mais tout va bien. C'est clair. Ils se connaissent bien, évidemment. Il y a un magnifique papier réalisé par ESPN qui est sorti récemment. N'hésitez pas à le consulter où Wemby parle de ses joueurs prospects français qu'il connaît plus ou moins bien. Alex, sur Tidjane, évidemment, j'aime beaucoup. Pépite, athlète extraordinaire, mentalité de battant, éthique de travail de fou. On aura le temps de faire un gros profil. Gros mental. Moi, la question, c'est, on le voit projeté parfois, là, on a vu en 8e chez les Spurs, on l'a vu monter dans le top 10, dans le top 15, etc. Moi, je l'ai vu plus haut déjà. Oui, 8, c'est le plus haut où il est monté, je crois. Ah bon ? Ouais. Ok. Normalement, à San Antonio. Ok. À moins que quelqu'un ait... Les Pistons sont pas dessus ? Oh putain. Je l'ai placé à chaque pic. Ah non. Moi, la question que j'ai, c'est, à la différence de Zachary Rizaché et Alex, Tidjane nous donne plus le sentiment d'être un peu plus vert, un peu plus diamant brut.
Est-ce que, selon toi, c'est un gars qui peut tout de suite contribuer en année rookie en NBA? Et si oui, dans quelle case il faut le mettre en fait? Parce que c'est vraiment, on voit techniquement quand même qu'il manque des choses. Effectivement, on peut se poser la question de savoir quel est son poste vraiment en NBA, même si je sais tout ça, positionless, gna gna gna, tout, ouais, bof. On peut se demander quel est son rôle réel, c'est-à-dire que d'un côté du terrain, en défense, tu sais comment l'utiliser. 3-4. Ouais. Vas-y, défends les ailiers d'en face. Et qui va pouvoir prendre des 2, des 1 et parfois des 5. Il est largement assez rapide d'un point de vue latéral pour défendre des mecs plus petits et un peu plus rapides que lui. Après, attention, hein. On sait que quand tu arrives en NBA, ça fait tout drôle aussi. Ouais, mais il va les regarder droit dans les yeux. Il va les regarder droit dans les yeux, mais de temps en temps, il va les regarder comme ça, il va voir que la nuque. Quand même. Il y a des 2 et des 1 en NBA, on se rend pas compte. Ouais, mais je pense qu'il y a plus de chances qu'il y a des gens qui vont se faire surprendre par le monstre athlétique qui est Tidjane que l'inverse. Ce qu'on peut apprécier là-dessus, c'est effectivement, il y a le côté athlétique et je trouve qu'en défense, il a déjà montré de la bonne discipline, il a envie, il a l'air d'aimer ça. Ouais. Donc ça, c'est des choses, on sait qu'il y a des coachs en NBA qui vont repérer ça et rien que pour ça, il aura du vrai temps de jeu. Maintenant, la NBA, elle est ce qu'elle est. On est en 2024, va falloir mettre ses 3 points. Va falloir mettre ses 3 points et on va voir. Il a progressé pendant la saison là, de championnat de France, mais est-ce que ça se traduit vraiment par un joueur suffisamment dangereux sur les postes 3-4 pour que... Admettons, j'en sais rien, là on a quoi dans le haut de la draft? Ok, les Rockets. Je ne sais pas si les Rockets ça les intéresse tellement. Wow. C'est trop. Admettons une équipe comme les Hornets s'intéresse à Tidjane Salin, par exemple. Oui. Je ne sais plus quel est le pic qu'ils ont des Hornets, mais ils doivent être par là, quoi. 6, voilà. Admettons, ça monte jusque-là. La Melo Ball, gros meneur. Tu as déjà un ailier, Brandon Miller, mais tu peux te dire que Tidjane Salin il joue à côté, justement, le tâche défensive, costaud, machin et tout. Il va avoir des espaces, il va falloir qu'il mette des tirs ouverts. Moi, c'est ma plus grosse interrogation. Donc, pour répondre à ta question, j'espère qu'il va avoir, je dirais, 2 vraies années où on va pas trop se vexer dans son équipe s'il rentre pas trop ses 3 points et que ça va vite progresser. Si c'est le cas, ça peut être un titulaire NBA. Mais oui, alors ça oui. Je pense que mais il va falloir mettre ses 3 points. Bien sûr. Tidjane, pour ceux qui l'ont peut-être pas vu, il a évidemment explosé là, au regard de beaucoup de gens cette année dans le championnat français. Moi, c'est typiquement le genre de profil de joueur qui va pouvoir jouer des money time, qui est souvent un des critères importants moi, dans l'évaluation des jeunes. C'est-à-dire, disons qu'en défense, c'est pas un problème. Est-ce que tu peux le faire jouer dans une fin de match serrée? Oui. Moi, l'interrogation, c'est plus en lien avec ce que tu disais qui était très vrai. On a vu des garçons comme ça, Patrick Williams, Isaac Okoro, des joueurs qui sont en fait excellents défenseurs quand ils arrivent en NBA. Tu te dis, on va te laisser un peu même de temps. Oscar Thompson, tu vois, dès sa première année, on est en train de dire, ça serait bien qu'il rentre plus de tirs, tu vois. Évidemment. Tout de suite. Et donc, du coup, j'ai hâte de voir pour Tidjane parce que je pense qu'il va faire sa carrière, pas de problème. Mais attention, on voit des gars qui sont sélectionnés dans le top 10 de la draft parce qu'on est là, Baby Butler, Baby Kawhi. Et en fait, t'es Baby, tout court. Enfin, surtout Butler et Kawhi, en attaque, ils ont progressé de ouf. Et c'est ça. Ils ont fait leur trou. Et en fait, il y a vraiment, c'est ce que j'appelle l'échelle Iman Shumpert, Kawhi Leonard. Où en fait, si tu débarques en NBA, on ne sait pas où elle est très violente. Hein. Mais en fait. Ton échelle, elle est grande, elle est très très large. Il y a du monde bien sûr. Dans l'échelle. Mais en fait, des ailiers défensifs qui débarquent, on est là genre t'as vu comment il presse tout terrain le 15 août le mec, j'ai vu un workout, il est trop fort. Mais après son jeu offensif, s'il s'est pas développé, c'est un mec qui va finir 8 ou 9e homme d'une équipe qui peut être à peu près compétitive. Et ça, c'est un vrai problème pour le développement. Donc je pense que l'éthique de travail de Tidjane fait qu'il va s'en sortir en NBA. Oui. Mais peut-être que, la question que je te posais, c'est peut-être que sur sa saison rookie, par rapport à ce qu'on a pu voir de Wemby... Où t'as envie de le voir? Où est-ce que tu as envie de le voir? Soyons clairs. Chez les Spurs, je le répète. Et sinon Tidjane, j'aimerais bien le voir. Une équipe où il pourrait bien se développer. C'est con, Toronto, ils ont plus de pic. Merci pour le pic, les Raptors. Est-ce qu'il peut tomber jusqu'en 12 chez le Thunder, par exemple? Portland, ouais, j'aime bien. C'est pas Jeremy Grant qui va rester et quitte à ce qu'il s'entraîne avec d'autres garçons, tu me disais, pardon? Est-ce qu'il peut tomber jusqu'en 12 chez le Thunder? Ah bah là, c'est... Je sais pas, je demande. Cling, jackpot. Oui, en plus, en termes de poste et tout, il peut les intéresser. Non, mais s'ils peuvent, c'est jackpot. Mais il y a des fans du Thunder là ici? Ouais. Vous voulez Tidjane là en 12? Ouais. Non, non, ça n'a pas l'air. C'était pas si évident. D'accord. Du coup, je vais finir évidemment avec une grosse question. Tidjane, c'est un peu plus bas, mais levez la main si vous pensez que Alexandre Sarr va être le numéro 1 de la draft le 26 juin prochain. Ok, c'est pour lui. C'est acté. Levez la main si vous pensez que Zachary Zaché ou un autre joueur
de toute la draft va être numéro 1 de cette draft. Ouais, donc quand même. Donc c'est acté, Alex Sarr. Donc Alex Sarr a plutôt de bonnes chances d'être acté. Hein. Ouais, avec un prénom pareil en même numéro 1 de la draft. Magnifique. On va finir avec un très très bon jeu. Puisque, si on fait bien la chronologie, c'est mon jeu préféré. Playoff, finale NBA, draft. Ah, et après, la free agency. Eh oui. Qui va où? Qui va où? Qui va où? Qui va faire quoi? Alors là, l'expertise. Alors là, l'expertise, vous y allez. Évidemment, on va vous demander de réagir parce qu'à la fois, il y aura, si vous êtes d'accord avec Alex, si vous êtes d'accord avec Bibi, et vous, ce que vous pensez, mais les questions seront très simples. Dans cette rubrique, on va parler free agency. On a plusieurs joueurs qui vont être sur le marché d'agent libre, mais on a aussi des joueurs qui vont être dans les rumeurs de transfert. Ouais. Parce qu'on sait que la free agency, c'est toujours l'occasion de pouvoir demander son trade et partir. C'est pas très C'est ça, c'est une belle occasion. Et donc, du coup, moi, je vais te demander à chaque fois, question très très simple, quel maillot portera nanana au début de la saison prochaine? Donc en octobre. Exactement. Ok. Tu me donnes le maillot qu'il va porter, ton explication, et après je demanderai aux gens si c'est cette destination ou ailleurs. Donc, Alex, je te pose la question. Quel maillot portera LeBron James au début de la saison prochaine? Si tu veux, je te fais la ligne de basse et je fais le gros tableau. C'est clair. Le gros tableau. Le maillot des Lakers, ça reste. Maillot des Lakers. Je pense que les Lakers, ils vont faire ce qu'il faut. Ouais, vas-y Alex, argumente un petit peu et après je pense qu'ils vont faire ce qu'il faut pour que LeBron reste. Ouais. L'entourer différemment. J'allais dire mieux, mais oui, probablement un peu mieux. Et puis on verra pour le pick 17, on verra comment ils vont bricoler à la draft, mais ils vont faire ce qu'il faut pour qui reste en termes de projet sportif et pour faire que son fils Bronny démarre sa carrière en bout de banc. Qui pense que LeBron reste aux Lakers? Levez la main. Wow, ok, d'accord. Il n'y a pas de free agency. Bah attends, t'as vu l'argumentation que je viens de faire? J'ai convaincu tout le monde, t'as vu en 30 secondes. Waouh. Levez la main ceux qui pensent qu'il va jouer dans n'importe quelle autre franchise que les Lakers. Ok. Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'il peut faire un énième comeback à Cleveland? Il y en a quand même, hein. Tu sais que pour le spectacle, ça pourrait être cool. Ouais, je pense que je leur souhaite pas. Non? Je lui souhaite pas, pardon. Je lui souhaite pas. Bah, je sais pas. On est bien là, on a donné le titre à Cleveland, on est bien là, il y a le soleil là, on est posé là, 50 millions l'année, vas-y mon gars, profite. Comme s'ils étaient blindés au poste 3 non plus Cleveland, hein. Tu crois qu'il serait capable d'aller chez Enix? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je taquine les 11 pour qu'il demande après les Knicks, ils ont quoi comme pic? Je rappelle qu'il faut avoir Bronny quand même. T'inquiète. Je rappelle qu'il y a des conditions. Tu vois pas les Knicks arriver là comme ça là? C'est clair. Oh, discret. Salut les bros. J'ai ton fils. Ouais. C'est bon, j'ai négocié avec les Hawks. On va pouvoir drafter Bronny. Ah merde, qu'est-ce que ça fait là? And the Knicks select Bronny James. Désolé, hein, Bronny, tu vois. N'empêche qu'on est bien curieux de savoir le pauvre enfant à quel niveau il va se faire drafter. Est-ce qu'il a une pression lui? Waouh. Bah on verra. Soit ce sera le 26, soit ce sera le 27 juin. On commentera évidemment tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Monsieur Paul George. Où tu le mets, Paul George? Bastien, dis-nous où va aller Paul George. Moi j'ai une destination très claire pour Paul George. On va voir si tu as la même. On m'a dit les Shanghai Sharks dans le public. Mais non. C'est pas moi, c'est pas moi. Respectez le... Non, playoff P. Hein. Eh oh. Exactement. Oh, ouais. Ça, c'est des joueurs de Fantasy League qui veulent le voir à Shanghai. C'est les joueurs de Fantasy League qui veulent. Paul George, abonnez-vous au podcast. Abonnez-vous au podcast. Non, Paul George, ça reste aux Clippers. Paul George, ça reste aux Clippers. Je pense. Ouais. Je pense qu'en fait, plus qu'une question qui le concerne lui, c'est ce qui concerne la franchise. Les Clippers viennent de jouer leur dernier match dans leur ancienne salle, évidemment, puisque désormais le Staples Center, mon cul sur la commode, Chris, je sais pas. Ça sera la salle des Lakers. Voilà, ce sera la salle des Lakers. On va désormais être au Intuit Dome, c'est ça, je crois, la salle des Clippers. À Compton, non, à South Central, c'est Inglewood. Inglewood, l'ancienne antre des Lakers. Il m'a fait tous les quartiers de Los Angeles. Je pense que ça va être à Inglewood et que Paul George va rester. Les Clippers ne peuvent pas se permettre, d'un point de vue Steve Ballmer marketing, de perdre une de leurs stars pour démarrer cette salle. Et je pense que Steve Ballmer, qu'on aime ou pas le contexte sportif, il va vouloir absolument ça. Paul George, il est bien là où il est. Ils étaient à pas grand-chose, entre guillemets, un Kawhi Leonard, de pouvoir vraiment faire du bruit sur ses playoffs. Je pense que Paul George, il aime la Californie. Il est de là, je crois, non? Il est de la Californie. Ça reste. D'accord. Toi, tu vois où? Sixers. Oh, et pourquoi pas? Insupportable. Exactement, j'ai envie de me marrer d'avance. Et
En fait, les Sixers sont partie de ces équipes qui vont avoir beaucoup de cap là, parce qu'il n'y a plus de joueurs sous contrat quasiment. Bon, faut payer Tyrese Maxey évidemment, mais en fait, ils ont la place de se positionner soit sur un énorme sign and trade, soit carrément sur un contrat sec si jamais Paul George opt-out, ce qui est possible. Mais ils ont déjà Tobias Harris. Non, ils l'ont plus, justement, ils sont libérés. Je rappelle que Tobias Harris gagne grosso modo autant de pognon que Paul George cette année. Donc les Sixers, ils savent ce que c'est les gros contrats. Toi, tu le vois aux Sixers? Pourquoi pas? Oh la flemme. Mais pourquoi pas? Qui voit Paul George aux Sixers? Tiens, alors? T'as vu les argumentations? Qui voit Paul George aux Clippers? Ok. Qui voit Paul George ailleurs? Juste, alors on me dit OK ici. OK ici, pas mal. Mais alors le comeback, bonjour. Je crois que c'est pas l'ailier qui veulent. Indiana, le retour alors. Orlando, ça serait incroyable. Il amènerait le handle, le scoring et tout. Moi, j'aimerais bien en deux là. J'ai une flemme de voir Paul George dans une autre franchise. Pourquoi? Parce que je me suis plaint tout à l'heure, tu sais, de cette déception annuelle avec les Clippers, mais tu sais, quand tu as un film et que tu l'aimes bien le regarder tous les ans, t'as envie qu'il reste. Tu vois ce truc de genre, tous les ans, Noël, chérie, j'ai raté l'avion. Moi, j'ai envie de, tous les ans, Paul George et Kawhi, oh non. Oh mince, Harden les a pas sauvés. Dommage. Mince alors, je comprends pas. Moi, je veux que ça reste aux Clippers, c'est qu'on est la fameuse démo de Steve Ballmer qui dit qu'il a la salle où il y a le plus d'urinoir de tous les États-Unis. C'est factuel. C'est factuel. C'est extraordinaire. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir uriner sur les Clippers pendant toute la saison. C'est normal aussi. Non? C'est vrai ou pas? Ah, c'était pour ça? Bien sûr. Bien sûr. Bon, elle était facile. Elle était facile. Ah, je comprends. Oh bah je vais enchaîner avec un chouchou. Je t'en prie. Il porte quel maillot Trae Young, vous l'avez vu la saison prochaine? Waouh. Waouh. Alors, vous y croyez vraiment là, Trae Young qui va à San Antonio et tout? Fais pas le normand. Fais pas le normand. Non, mais attends, je me renseigne. Je veux non. Je me renseigne auprès des gens. Je veux ta réponse et après on verra avec le peuple. Ok. Atlanta traderait Trae Young du coup, c'est ça qu'on est en train de dire? Parce que moi, à la base, je le voyais bien rester. Je voyais plutôt Dejounte Murray partir. Tu es pas sûr? À la base. Maintenant, j'avoue, j'ai écouté à droite à gauche. Il y a les rumeurs Spurs et tout. Je vais la laisser à Bastien, la rumeur Spurs. Non, moi, je me demande si justement Trae Young serait pas dans un gros trade qui serait en triangle et tout, et que Trae Young, il irait pas voir en Californie si on y est. Quoi, chez les Lakers? Genre aux Clippers. Pendant que Paul George bouge. En fait, je pense que Paul George et Trae Young, je pense qu'on n'est pas prêt. Je pense qu'on n'est pas prêt sur Paul George et Trae Young. Je pense que peut-être que Paul George va rester aux Clippers et que ça va tout bloquer. Je pense que par contre, tu n'auras pas genre Paul George qui part juste aux Sixers et juste un trade à deux et tout. Je pense que Paul George et Trae Young, l'un ou l'autre, ou les deux, peuvent être au cœur de trades absolument monstrueux. Alors, j'entends. Ça va pas très bien dans les collectifs, tu vois, côté Trae Young, franchement, ça va pas très bien. Sauf qu'il est pas si facile que ça à trader. Ils vont demander beaucoup. Qui va avoir beaucoup? Des gens qui vont être dans un autre trade très gros. Quel autre trade il pourrait y avoir? Voilà, je vous laisse suivre le raisonnement, vous l'avez. Donc ouais, moi je pense que Trae Young s'en va. Je me demande si Tyronn Lue, qui vient d'annoncer sa prolongation, lui a dit, mec, tu sais que Trae Young, mon gars. Non, mais j'ai dit les Clippers, mais en fait, ce que je voulais dire par là, comment? On lui a semi-garanti Paul George quand même, je pense. Ah ouais? Ah bah, je pense que Tyronn Lue, il l'a construit aussi comme ça. Pardon, excusez-moi. Il l'a construit aussi comme ça, son effectif. D'accord. Et son style de jeu. Ok. Donc pour toi, ça va. Pour moi, ça s'en va. D'accord. Et dans un énorme trade. Là, j'ai pris l'exemple Clippers, mais il peut vraiment y en avoir d'autres. Je pense qu'on n'est pas prêt pour le genre de trade qu'Atlanta va monter sur Trae Young. Je pense que San Antonio, par exemple, ça se fait pas à 2, là. Ça se fait à 3 ou à 4. On va retrouver des gens très, très talentueux dans les trades là-dedans, bien sûr. comme les Blazers ou des gens, ou les Cavs. Tout à fait. Waouh, tu les as mis dans la même... Ouais, j'ai été dur. Ok. J'ai été dur. Je reconnais. Pour revenir sur la rumeur Spurs, évidemment, il y en a plein qui voient Trae Young, Spurs. On a pu en parler ensemble. Au moment où on parle, évidemment, moi, c'est ce qu'on peut voir, lire, échanger, etc. C'est plus de la création de ce qu'il y a de la part des fans, nous,
Ah bah ça a quand même de la gueule, Trae Young avec Wembanyama sur le papier. C'est exactement ce que je dis. Ça a de la gueule sur le papier, mais c'est vraiment du transfert Touquet qu'on a fait ensemble. C'est-à-dire que entre ça et la vraie vision apparemment des Spurs qui apprécient Trae Young, mais qui aimeraient voir justement s'il y a un petit peu plus de temps pour l'évaluer, je pense que c'est surtout ça qui va être important à regarder sur les prochains mois. Pour moi, Trae Young... Il reste alors ? Cet été, il reste. Et on fait les 30 prévus en 30 jours. Et Trae Young, il n'est pas dans la colonne départ, ni prolongation, ni resté. Il est dans la colonne point d'interrogation, quoi. Dans la colonne, très très hâte de voir. Je le souhaite pas aux Hawks, parce que ça serait pas un bon début de saison, par contre, ça. D'avoir un joueur, tu sais pas s'il va être là, pas être là, il y a des rumeurs de partout, c'est jamais bon, ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être d'accord avec toi. Levez la main ceux qui pensent que Trae Young porte un autre maillot que les Hawks au début de la saison prochaine. Ouais, voilà. Voilà, on est d'accord. Et respectez-moi par contre un vrai trade. Hein. D'ailleurs, il y en a avec un. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît ? Il y en a, on peut l'applaudir. Ah, magnifique ! Alors pour les gens qui sont sur YouTube, cet homme a un maillot de Trae Young. Ouais. Voilà. Et on n'est que deux à le supporter. C'est déjà bien, c'est déjà pas si mal. Alex, je crois qu'on doit finir avec un autre garçon. Je te laisse poser la question. Je sens qu'il y aura des réactions dans la salle. Où sera Monsieur Klay Thompson en octobre prochain? J'aime bien les gens, ils font. Là, il y en a un, il a mis le pull sur ses yeux. Oh non. Les gens, ils font. Oula, oula, oulala. Oh là là. Et quel va être le montant du contrat que le Magic va lui donner? Pardon. Non. Pardon. Ah bah, j'ai bifurqué. Il y a quelques semaines, j'aurais mis avec assurance Klay Thompson reste à Golden State. Oh non. Non. Je trouve que ça n'avance pas sur les négociations. C'est normal. Quelle est sa valeur réelle là aujourd'hui, à l'âge qu'il a, les blessures qu'il a eues, ce qui se passe dans l'effectif des Warriors et tout? Ils peuvent pas lui faire un si gros contrat que ça. C'est impossible. Et je pense que Klay Thompson va rester à Golden State. D'accord, ok. Et je pense que Klay Thompson est un des joueurs. On s'est beaucoup lâché sur la chute de son niveau de jeu et de voir ce qui se passait, parce que c'est vrai, il est devenu 6e homme, hein, Klay Thompson. Il a parlé notamment de l'impact de certains sur lui, de Manu Ginobili, de comment il y avait des transitions en carrière à faire. Et je trouve que là, Klay Thompson, il y a un vrai rôle à aller chercher pour compléter son incroyable carrière, qui est d'aider les Warriors, que ce soit dans le jeu ou financièrement, à essayer de redevenir vraiment une franchise respectable. Ça demande de la vraie discussion. Moi, ma grosse interrogation, c'est que je ne sais pas la relation entre Klay Thompson et Mike Dunleavy, puisque c'est Bob Myers, hein, qui est aujourd'hui à la tête des Warriors. Donc je vais dire, allez, 51-49 aujourd'hui, ça reste à Golden State, Klay Thompson. Ah oui, 51-49, donc t'es pas non plus... ok. Non, mais je t'ai dit, j'hésitais encore avec moi, j'y crois pas, moi. Toi, tu dis ça va où? Non, moi, je pense pas. Je pense que là, ce que tu viens de dire, je vois ce que tu veux dire. Je suis pas confiant dans la mentalité réelle de Klay Thompson, là, en vieillissant. Il est à peine 6e homme qui se compare déjà à Manu Ginobili. Doucement. Doucement quand même. Non, mais doucement quand même. Doucement. Vraiment, un gros doucement. Non, je pense pas que Golden State va lui filer le contrat qu'il estime devoir recevoir. Oui. Et du coup, je pense qu'il va se faire trader dans une équipe pas terrible, qui a du salary cap. Quand je dis pas terrible, c'est dans le sens genre qui est encore en plein développement, qui a pas trop de gros joueurs et qui va donc pouvoir surpayer Klay Thompson. J'entends. Genre, j'ai dit le Magic, mais ça marche pas en fait. Comment? Les Pistons, c'est impeccable, ils sont là, arrêtez. Ils fonctionnent. Les Hornets, ça marche aussi. Oh, j'en ai marre. Aux Spurs, vous en voulez pas? Si, ouais. Ça dépend le prix. Oui, ça dépend du prix. Et puis le rôle. Le rôle et le prix, mais surtout le prix, parce que t'as pas envie d'avoir Klay Thompson. Hein. Ouais. Manu Ginobili aux Spurs, ça serait logique, non? Mais la version Wish. Voilà. Donc non, moi je pense. Alors pas du tout. Moi je le vois pas du tout rester à Golden State. Levez la main si vous pensez que Klay Thompson porte un autre maillot que celui de Golden State à la saison prochaine. Voilà, c'est très clair. Bon, en fait, ça me paraît très clair. Tout le monde, même Léon, ça a levé la main. Voilà, c'est ça. On va finir évidemment, puisqu'il nous reste quelques minutes, on va finir avec une petite dose française, puisqu'on a une interrogation autour de Nicolas Batum, on a une interrogation autour d'Evan Fournier. Au moment où on parle, Alex, Nicolas Batum, c'est une priorité des Sixers apparemment, ça a été relayé, de le conserver. Ça reste. Et ça a très bien fonctionné. Je vais te poser la question. Et puis Evan Fournier, juste pour les infos, lui, il s'est exprimé notamment là-dessus. Soit numéro 1, rester en NBA, et sinon il est dragué par certains. C'est quoi, Fenerbahçe et Olympiakos aussi qui a posé des options. Alex, en un seul, et Asvel potentiellement. Ils aiment bien faire des blagues. Ouais. Alex, dis-moi. Nicolas Batum, saison prochaine. Il signe 1 an avec les Sixers. Ok, mais NBA. Hein. Oui, 1 an les Sixers. Franchement, il a été bon, Nico. Il était déjà bon avec les Clippers. Il a été bon avec les Sixers.
Je pense pas du tout que les Sixers vont laisser au prix. En plus, je pense que Nicolas Batum va prendre un contrat tout à fait capable de signer 1 an minimum vet ou un contrat pas trop cher. Son niveau de polyvalence et d'expérience, je vois pas du tout les Sixers s'en passer. Mais pas du tout. Et si c'est pas les Sixers qui le font, je pense qu'il y aura vraiment pas mal d'autres équipes qui vont passer des coups de fil à Nico. Vraiment. Il a encore le niveau. Large. T'es prêt pour S'il le veut, voilà. T'es prêt pour un gros montage? Un gros montage? Ouais. Vas-y. Nico Batum avec le maillot des Lakers? Vache. Pourquoi pas, hein? Bah pourquoi pas? C'est drôle. Va falloir rentrer à la maison et à la famille. On est en fin de carrière. J'avoue. Philly, ça a été contre son gré. Bah, c'était pas un choix. Évidemment. Ouais, tout à fait. Mais je pense qu'il a vécu une bonne expérience par contre là-bas. Oui, bien sûr, non, mais ça s'est bien passé. Mais on verra. Et je te pose la question, parce qu'après on va faire le public. Evan Fournier, NBA ou ailleurs? NBA. Encore un petit contrat. Moi, j'y crois. Il a 32 ans. Hein. Il a 32 ans. Je pense qu'il y a des équipes qui vont lui proposer... si tu me dis Détroit, je pète un peu. Genre des mid-level. Non, pas Détroit. Genre une mid-level. Des équipes qui sont compétitives, mais qui se disent, tiens, Evan Fournier, on pourrait essayer de le relancer. Son pouvoir... Non. Son pouvoir offensif pourrait nous servir en sortie de banc. Milwaukee, on m'a dit. On va le mettre autour de joueurs, pourquoi pas. On va le mettre autour de joueurs qui savent défendre et tout. Moi, je suis les Wolves. J'essaye de voir comment je peux avoir Evan Fournier, par exemple. Levez la main. Je suis les Nuggets. Tiens, retour aux sources. Retour aux sources, pourquoi pas. Tu vois, j'essaye. Il faut voir le prix, il faut voir le rôle. Bien sûr. Mais 15 minutes, 18 minutes d'Evan Fournier en sortie de banc, le jour où il te met les tirs, t'es très content. Levez la main si vous pensez que Evan Fournier joue encore en NBA la saison prochaine. Okay. Voilà. Non mais c'est bien, c'est rassurant. Ça va le Fenerbahçe, doucement. Non mais c'est vrai, très bon club, mais doucement. Levez la main si vous pensez que Nicolas Batum joue en NBA la saison prochaine. Okay. Voilà, ok. Non mais, parce que quand même, là c'est la dernière avec les Bleus, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Oui. Donc à suivre. Ah, Nico, oui, c'est sûr. Il l'a dit. Mesdames et messieurs, ça fait déjà un bel et long apéro. C'est clair. Ce qui va se passer évidemment, c'est que nous, après on va se retrouver en after. Parce qu'on va pouvoir continuer à kiffer, discuter de plein de choses. Je sais qu'il y en a plein qui veulent poser des questions. On va boire, bouffer ensemble, cela kiffer. J'aimerais déjà commencer, s'il vous plaît, par vous applaudir, vous. Vous pouvez vous applaudir. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir, évidemment, le MVP Léon, c'est Alexandre à la prod. Bravo les gars, merci. Et les copains et copines qui sont sur YouTube, oui toi, je te regarde là dans l'écran, jeune entrepreneur. Sache-le, je pense que sur les réseaux sociaux, il y aura un autre maillot de Jason Tatum filé par Paris 11 Sport qu'on pourra essayer de faire gagner dans la semaine des finales. Exactement. Et surtout, parce que vous faites partie évidemment de la très très grande élite de la commu, on va se voir après parce que parmi vous, 5 personnes ont été tirées au sort pour avoir 100 € de bon d'achat sur le NBA Store. Voilà, c'est comme ça. Bien joué. Sur ce, on termine évidemment avec un petit mot venu du cœur. Ça nous fait hyper plaisir de faire cet apéro en public. Ouais, c'était cool. On en avait parlé depuis longtemps de vouloir le faire. C'est une belle réussite. Expérience nouvelle, mais très cool. J'espère que vous avez kiffé aussi. On espère que vous avez kiffé. Ouais, sympa. Je pense qu'on va le refaire. Et oui, on sait, il n'y a pas que Paris en France. Il y a Châteauroux, on sait. Il y a plein d'autres villes. On vous fait des gros bisous. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. À la prochaine. Alex.